Bonjour, bienvenue au séminaire. Je suis très heureux aujourd'hui de souhaiter la bienvenue à Jenny Safran de l'Université du Wisconsin à Madison. Elle a fait le voyage pour être avec nous, non pas des États-Unis, mais elle est venue de Rome où elle passe une année sabbatique. Merci beaucoup pour avoir fait ce voyage. J'ai cru comprendre qu'il faisait très froid à Rome comme à Paris. Jenny Safran a derrière elle une carrière très intéressante, consacrée aux possibilités et aux limites de l'apprentissage statistique chez les bébés, en particulier bien évidemment dans le domaine du langage. Et ce matin, je jetais un coup d'œil à ces publications et il y en a vraiment une qui se distingue par rapport aux autres. À mon sens, c'est un véritable best-seller dans le domaine scientifique. C'est un article publié dans Science en 1996 avec Dick Astlin et Elissa Newport. Je suis sûre que vous en aurez entendu parler. Et si jamais vous ne l'avez pas encore lu, cet article a été cité plus de 2000 fois. Vous devez absolument le lire. C'est vraiment un classique concernant l'apprentissage chez les enfants, chez les nouveau-nés. D'ailleurs, ce n'est là que le début d'une carrière de recherche qui est consacrée à l'apprentissage statistique chez les jeunes enfants. Et sans perdre de temps, j'aimerais justement écouter ce que vous avez à dire sur le rapport entre l'inné et l'acquis. Merci beaucoup. Je suis désolée de ne pas pouvoir parler en français parce que mon français n'est vraiment pas suffisant. Mais j'aurais vraiment voulu pouvoir faire cette présentation en français. Donc, je vous prie de m'excuser pour mon anglais. Et surtout, je m'excuse si je parle trop vite. Je vais essayer de ralentir un petit peu. C'est vraiment pour moi un privilège de pouvoir vous faire cette présentation aujourd'hui. D'ailleurs, lorsque j'ai donné le titre de ma présentation au professeur Dehaene il y a plusieurs mois, je travaillais justement sur mon discours et j'ai compris que le titre était peut-être un petit peu trop grandiloquent. Je crois que ça serait plutôt ça le titre. Est-ce que vous voyez l'écran ? Alors, je m'intéresse personnellement à l'apprentissage et je crois d'ailleurs que l'apprentissage crée le pont entre l'inné et l'acquis. On en reparlera tout à l'heure, mais je vais surtout me concentrer sur la manière dont l'étude et l'apprentissage, particulièrement durant les premières années de la vie d'un enfant, peut nous permettre de mieux comprendre où se trouvent ces passerelles entre ce que l'enfant a dans son système dès la naissance et ce qu'il apprend par la suite et comment il met à profit les expériences qu'il acquiert dans le monde. Et bien évidemment, je vais vous parler d'un type d'apprentissage que j'appelle avec un nom que nous avons emprunté aux informaticiens parce que cela fait assez longtemps qu'ils s'intéressent à la manière dont les apprentissages par les machines sont fondés sur des schémas statistiques dans le monde. Dans le travail d'ailleurs auquel faisait référence au professeur Dehaene, nous avions donc emprunté ce terme pour faire référence à ce que le cerveau humain fait lorsqu'il apprend et qu'il interagit avec le monde. D'ailleurs, c'est une idée qui maintenant est assez ancienne. Si vous réfléchissez, vous repensez à la linguistique pendant la première moitié du XXe siècle, les linguistes structurels tels que Leonard Bloomfield et Zelig Harris, qui ont consacré une vie entière de travail à décrire la manière dont les langages du monde fonctionnent dans l'ère pré-chomskienne. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils analysaient des anciennes langues et ils avaient remarqué qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient permanentes dans toutes les langues et qui nous expliquaient quelque chose sur la structure, même si on ne connaissait pas la langue elle-même. Donc, si vous envisagez la façon dont les sons sont organisés, les schémas de certains mots, vous pouvez commencer à comprendre la structure qui joue un rôle important dans les langues. Où sont les mots? Quels sont les sons qui appartiennent à telle langue? Comment la syntaxe commence à se développer dans une langue en particulier? Ce qui nous a intéressés très rapidement, ça a été la question de savoir dans quelle mesure les personnes qui apprennent, et surtout les très jeunes personnes qui apprennent leur langue maternelle ou leur langueuse maternelle au pluriel, étaient en mesure de maîtriser certaines des propriétés statistiques les plus simples des langues du monde pour commencer à comprendre la structure de ces langues. Et donc, pour commencer ma présentation, je vais vous présenter tout d'abord bébé Einstein, que vous voyez sur l'écran, qui est assis à côté d'une équation très simple, beaucoup plus simple que celle que le professeur Dehaene vous a montrée il y a quelques minutes. Voilà quelle est l'idée.
Une manière pour les enfants de découvrir les structures du monde consiste à enregistrer quels événements peuvent prédire quels autres événements. Et il y a une façon très simple pour comprendre quels événements prédisent d'autres événements. Il s'agit de calculer en fait une probabilité transitionnelle ou conditionnelle, c'est-à-dire que X est généralement suivi par Y, plus souvent que X n'est suivi par Z. Cela dit, on peut vouloir imposer une condition à ceci en fonction du nombre de fois que ces éléments se présentent. On peut donc calculer la probabilité que Y soit présent à condition que X soit présent aussi et que donc tout dépend de la fonction du nombre de fois dont X est présent en l'absence de Y ou avec Y. Il s'avère que même des statistiques très simples comme celle-ci ont des pouvoirs intéressants si on les applique aux langues naturelles. Je vais vous donner un exemple que j'ai déjà beaucoup utilisé, d'ailleurs qui met un tout petit peu mal à l'aise. Quelquefois, je vous expliquerai pourquoi. Prenez la langue anglaise. Si vous voulez enregistrer la fréquence à laquelle certains sons suivent certains autres sons, vous commencez à comprendre où les mots commencent et où ils se finissent. C'est un problème pour les bébés néanmoins, parce que nous ne leur parlons pas comme ça. Ni aux bébés, ni aux autres. D'ailleurs, ça nous prendrait des siècles. Donc, en fait, nos mots sont attachés les uns aux autres. Ils sortent comme une sorte de flux continu. Et même chez de jeunes enfants, pour pouvoir apprendre leur langue maternelle, il faut qu'ils comprennent où commencent les mots et où ils s'arrêtent. Et c'est ce que l'on appelle la segmentation verbale. Comment savoir où sont les limites entre les mots et cela influence le langage. Et l'information statistique, si les bébés savent l'utiliser, peut s'avérer très très utile dans ce processus. Donc voilà mon exemple tout bête. On va se demander quelle est la probabilité que le son PRE soit suivi par le son TE en anglais. Bon, il y a de fortes chances que ça arrive. Mais pensons à d'autres mots en anglais qui ont la syllabe PRE. Enfin, j'aurais dû utiliser un exemple français, excusez-moi. Mais non, on a des mots comme pretend, prevaricate, predilection. D'ailleurs, des mots que les bébés n'entendent quasiment jamais. Mais bon, il y a plusieurs mots. En général, lorsque l'on entend le son PRE et que l'on est un bébé, on sait que la plupart du temps, on entendra le son T juste après. Et par contre, si l'on prend la séquence T, B, T en anglais peut être suivi par beaucoup de sons. Pretty shoes, pretty potatoes, pretty dress, teacup, etc. Voilà donc l'idée. Le fait que le son T soit suivi par bay est quelque chose qui ne se produit pas très fréquemment. Et donc, quelqu'un qui est correctement équipé dans son information peut suivre cette information et comprendre que bre, pre et te vont ensemble, et pas T et bay. J'utilise cet exemple et il me met un petit peu mal à l'aise parce que je l'ai longtemps utilisé dans mes présentations avant de faire le calcul mathématique. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais je donne toujours le même exemple, il faudrait peut-être que je calcule les probabilités. Donc j'ai pris un groupe d'1 million d'exemples avec des bébés de moins de 1 an et je me suis demandé quelle est la probabilité qu'un bébé entende d'abord le son PRE et ensuite le son T. Alors, réfléchissez, devinez. Chaque fois que vous entendez PRE, si chaque fois il y avait T, après, ce serait du 100%. Par contre, si on n'entend jamais le son T après PRE, alors on est à 0. Et alors, vous pensez qu'on est à peu près à quel niveau dans la réalité, entre 0 et 1? Quelle est la probabilité que le son PRE soit suivi par le son T pour un bébé? 1, 0,1? Bon, ça ferait 25%, donc 0,25, ça ferait 25%. En fait, non. Le pourcentage est élevé. 80% du temps, lorsqu'un bébé entend le son PRE, il entend le son T juste après. Et je suis mal à l'aise avec cet exemple pour les raisons que je viens de vous expliquer. Quelle est la probabilité que si un bébé entend T, il entende BA juste après? 100? Quelqu'un a une autre idée? 15? 50? Non, plutôt 15. En fait, comme je l'ai dit, c'est un exemple dont j'ai un petit peu honte parce qu'en fait, le chiffre est absolument ridicule. Donc c'est un mauvais exemple, parce qu'en fait, ça fait paraître le problème trop facile à résoudre. On dirait que d'un côté, on a des probabilités très élevées avec certains mots et impossibles avec d'autres. Ce n'est pas si simple. La réalité est beaucoup plus complexe. Mais l'intuition reste valable. En général, les séquences que l'on trouve à l'intérieur des mots ont plus de chances de se prédire les unes des autres que des séquences qui sont à cheval sur des barrières entre des mots. Donc, dans notre travail d'origine, enfin, je vais utiliser pas mal ce travail d'origine pendant toute ma présentation,
était de comprendre si les bébés étaient sensibles à ces régularités, à ces schémas réguliers. Est-ce qu'ils étaient capables de faire des coupes dans le flux de paroles pour comprendre où étaient les mots et découper les mots en unités? Alors, nous avons fait passer des sons à des enfants qui ressemblaient à ceux-là. I'll play that again. It's Je vais vous le repasser encore une fois, c'est génial. We wanted to ask Donc nous voulions comprendre si les bébés parvenaient à enregistrer le schéma statistique que l'on trouve dans un langage de ce type. Alors je vais vous expliquer un petit peu mieux comment nous avons procédé. Les bébés écoutaient ceci. Ce que vous voyez maintenant, en fait un flux qui ressemblait, enfin il ne ressemblait pas, il avait le même son que cela. Et il y avait des structures dans ce flux de sons. Même si c'était une suite monotone de syllabes, en fait, il y avait une structure. Certaines syllabes prédisaient d'autres syllabes avec une régularité très élevée. Par exemple, la séquence tokibu dans cette langue artificielle. Enfin, je suis la seule personne qui ait cette langue comme langue maternelle, ne vous inquiétez pas. Mais chaque fois que les enfants entendaient le son to, il était suivi par ki. Chaque fois qu'ils entendaient ki, c'était suivi par bu. Donc là, il y a une information très solide qui nous dit qu'il y a une structure cohérente. On peut opposer ceci à un autre son, bugiko. Et ce bugiko, je vais l'appeler un mot partiel, c'est-à-dire une séquence qui en fait est à cheval sur des frontières entre des mots. T-Bay, par exemple, dans Pretty Baby. Les bébés ont entendu bugiko, mais en fait, il y a une chute dans la probabilité ici. La probabilité dans ce cas, dans cette langue particulière, de bu à gi, tombe à 0,33, c'est-à-dire 33%, parce que bu pourrait aussi bien être suivi par gi qu'il pourrait être suivi par go, ou bien être suivi par, je sais plus, enfin autre chose. Non, je sais plus, je ne m'en souviens plus, mais c'est là quelque part. Donc, nous sommes demandé si les bébés pouvaient apprendre quelque chose sur la structure simplement en écoutant. Et voilà comment nous avons procédé. Nous avons utilisé une procédure de regard et d'écoute préférentielle. Je vais vous faire voir une vidéo dans un instant, mais je vais d'abord vous l'expliquer. Bébés de 8 mois qui sont assis sur les genoux de leurs parents dans une pièce très calme, très silencieuse. Devant les bébés et sur chaque côté, il y a des petites lumières style clignotant de moto. Aujourd'hui, on a des écrans d'ordinateur. À l'époque, on avait des clignotants de moto et elles clignotaient pour attirer leur attention à certains moments. Et il y avait des haut-parleurs sur les côtés des bébés. Évidemment, le chercheur était à l'extérieur. Il regardait le tout sur un circuit caméra. Au début de l'expérience, le bébé était donc assis. Et en l'occurrence, cette petite fille entendait tokikbu, babu, pupi, gola, babu, puko, puto, pibou pendant 2 minutes à peu près. Elle était là, assise, et elle écoutait. Les clignotants clignotaient en suivant son regard, mais ça n'était pas important. À la fin de 2 minutes, elle commençait à gigoter parce qu'elle s'ennuyait. Ça n'était pas forcément très intéressant. Donc la pièce redevenait silencieuse et nous faisions clignoter la lumière au centre de la pièce pour attirer son attention. Nous faisions cela simplement pour capter son attention parce que nous ne voulions pas qu'elle démarre le test en essayant de manger le bout de sa chaussette ou en essayant d'attraper le casque sur la tête de ses parents. Donc, elle regardait la lumière centrale qui clignotait. Et lorsque le bébé regarde la lumière centrale, l'ordinateur éteint la lumière et fait clignoter une des lumières latérales. Donc, le bébé regarde vers l'autre lumière et à ce moment-là, elle entend soit un mot, soit un mot partiel. Elle entend par exemple Gopila, Gopila, Gopila. Et ça continue aussi longtemps qu'elle fixe la petite lumière. Lorsqu'elle détourne son regard, l'ordinateur lui donne 1 seconde pour revenir avec le regard sur la lumière. Et si ce n'est pas le cas, la lumière s'éteint, le son s'éteint également. Donc en fait, c'est le bébé qui contrôle la structure de l'expérience. Le bébé contrôle pendant combien de temps chaque partie du test dure. Et il y a une variable dépendante qui dépend de l'écoute différentielle des bébés. Et parfois, il y avait une bonne statistique, c'est-à-dire qu'il y avait des mots dans le discours par rapport à des situations dans lesquelles les statistiques étaient beaucoup plus faibles, beaucoup moins structurées, et avec des mots partiels. Voilà la vidéo. Bon, c'est une vieille vidéo, on ne voit pas très bien au début, c'est un petit peu flou, mais vous verrez, on va se rapprocher et on verra sur l'écran mieux ce que fait le bébé. Okay, the center light. Donc la lumière au milieu s'est allumée, les lumières latérales. He looks away. Elle détourne le regard. Right.
lumière centrale, lumière latérale. Elle détourne le regard, mais elle revient tout de suite, donc du coup la lumière et le son continuent. Voilà, ça c'est terminé. Donc là, c'est le bébé qui contrôle dans cette méthode. Il est aux commandes. Et dans cette étude, et dans de nombreuses autres études d'ailleurs, dans de nombreux autres laboratoires, nous avons découvert que les bébés, les enfants, les adultes, les singes et les rats, et c'est sensible à ce type de schéma régulier, pas uniquement dans la parole, mais également dans des séquences de sons. Donc lorsque nous jouons pour des bébés une séquence de tons qui ont la même structure mais qui sont faits de notes, comme par exemple tout, 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 tout. Donc en fait un mot ça serait tout, tout, tout. Nous avons en fait le même schéma d'apprentissage qui émerge. Alors, il semble qu'il y ait une capacité assez robuste et qui est peut-être d'ailleurs assez ancienne dans l'évolution parce que ça a été observé dans d'autres espèces. Je dirais... Enfin, je ne l'aurais pas dit il y a 10 ans, mais je dirais à ce stade que là, il y a un consensus. Je pense que les gens sont d'accord pour dire que ces capacités, elles existent. La question la plus intéressante en ce qui me concerne, c'est à quoi servent-elles? Et c'est de cela que je voudrais vous parler maintenant pendant la partie essentielle de ma présentation. Nous savons donc que les personnes qui apprennent peuvent enregistrer ces statistiques et de manière innée, en absence d'instruction, et ce dans différents domaines. Mais la question qui m'intéresse le plus, surtout pour moi qui étudie l'acquisition du langage, c'est à quoi cela sert? Est-ce que les apprenants suivent ces schémas ou est-ce qu'ils les utilisent? Le fait de suivre les statistiques dans le langage et de les utiliser pour apprendre le langage est un fait réel. Et je vais vous expliquer ce que j'entends par cette question, en vous parlant d'une étude particulière qui, à mon sens, va éclairer votre lanterne. Je voudrais faire référence à un processus connu sous le nom de segmentation verbale, segmentation des mots. Les bébés qui entendent gola, boupa, liko, toubi, bouba, boubou, et qui trouvent en fait des mots dans ce flux continu de paroles, ils font référence. Mais l'on n'a pas de preuve, à partir de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, qu'ils apprennent ce que sont les mots. Par contre, ce que l'on sait, ce qui a été démontré, c'est qu'ils sont capables de discriminer entre des séquences qui ont de bonnes statistiques avec des séquences qui n'ont pas de bonnes statistiques. Et c'est ça qui m'intéresse. Ça n'est pas forcément ce qui est le plus important, mais en fait... Cela ne nous dit pas qu'ils aient fait quelque chose qui soit intéressant sur le plan linguistique, mais dans l'étude, nous voulions comprendre si les bébés étaient en mesure de traiter ces séquences qu'ils entendaient dans le flux de paroles, celles qui avaient de bonnes statistiques, comme si c'était des mots ou des mots potentiels. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un mot? On discute beaucoup pour savoir ce qu'est réellement un mot, ce qui est peut-être considéré comme un mot. Mais si l'on prend la perspective du bébé, l'hypothèse la plus raisonnable, ce serait que un mot, c'est une séquence de sons qui vont avoir un sens ou qui sont liés à un sens. Et dans cette étude, on pourrait se demander, on s'est demandé si les bébés qui avaient entendu quelque chose comme gola, boupa, pigou, etc., considéraient les séquences qui composaient des mots dans ce flux comme des candidats potentiels pour être des mots qui ensuite seraient liés à des objets réels. Donc je vais vous expliquer comment nous avons testé cette hypothèse. Il s'agissait maintenant de bébés un petit peu plus âgés qui avaient peut-être 17 ou 18 mois, parce que 8 mois, ça n'est pas assez avancé en matière d'apprentissage, mais 17-18, c'est bien. Ça, c'est un travail qui a été fait par une de mes étudiantes, Cathy Graf-Estes, qui a mis au point une tâche assez compliquée. Plutôt que d'exposer les bébés à un flux de paroles et ensuite de les tester par le mouvement de la tête, c'est un test en 3 phases qui implique une cartographie de la signification et des étiquettes de signification. Donc au début de l'étude, les bébés entendent quelque chose comme ceci, avec une structure. Donc il y a des mots de 2 syllabes, par exemple Timé et Dobou. Mais il y a aussi des mots partiels, donc des séquences qui en fait sont à cheval au-dessus des frontières entre les mots. Et dans cette étude, et c'est ça qui s'est avéré important, les séquences telles que gati, qui sont donc à cheval entre 2 mots, étaient aussi fréquentes dans le discours que les vrais mots. Sauf qu'il y avait des probabilités de co-récurrence inférieures. La probabilité que ga soit suivi par ti était de 0,5, ti suivi par mais 1,0. Voilà, ce qu'ils ont entendu donc pendant 2 ou 3 minutes. Et ensuite, plutôt que de les tester, on les a confrontés tout de suite à une tâche d'apprentissage des mots.
Et l'on voit des images comme ceci en entendant Timé, Timé, Timé. Voilà, ça c'était le premier test par exemple. Et lorsqu'ils détournent le regard, on leur montre autre chose, ceci par exemple, accompagné du son Dobu, Dobu, Dobu. Et en fait, on fait appel à ce qu'on appelle une méthode d'habituation, c'est-à-dire qu'on essaye en fait de les ennuyer. Bon, c'est pas toujours marrant dans une expérience avec les bébés, on essaye en fait volontairement de les ennuyer. Donc on alterne entre des tests avec Timé, des tests avec Dobu, et petit à petit les enfants s'intéressent de moins en moins pendant le test parce que en fait ça y est, ils l'ont déjà vu, ils le savent, ils l'ont appris. Et le temps pendant lequel ils regardent l'image diminue de moitié. C'est la méthode de l'habituation, ce qui nous dit que les bébés ont pris dans cette expérience tout ce qu'ils pouvaient en retirer et sont prêts à passer à autre chose. Et à la fin de ce processus d'habituation, nous utilisons une méthode de test qui a été développée par Janet Worker et Les Collin qui s'appelle la méthode Same Switch, c'est-à-dire le même ou un autre. La logique est très simple. Il s'agit de tester la capacité d'apprendre des mots. Il y a donc parfois un test avec le même mot ou un test où on change de mot. Dans les tests avec le même mot, les bébés voient exactement ce qu'ils ont vu pendant leur formation. Donc ils voyaient par exemple cette première image un petit peu arrondie et ils entendaient le son dobu, dobu, dobu. Ou au contraire, ils voyaient cet objet un petit peu plus allongé et ils entendaient timé, timé, timé. On sait qu'à un moment donné, ils en ont eu assez, qu'ils se sont ennuyés et l'on espérait que si on répétait le même test exactement, ils allaient encore s'ennuyer. Dans l'autre test avec un changement de mot, ils voyaient le même objet, on entendait les mêmes mots, sauf que parfois on inversait. Donc du coup, l'objet rond, cette fois-ci, s'accompagnait du son timé, alors que l'autre objet plus long s'accompagnait du son dobu. Et la logique, c'est que s'ils avaient appris le lien entre le son et l'objet, il fallait qu'ils se déshabituent. Et du coup, ils risquaient d'être plus intéressés parce qu'en fait, on brisait les appariements que l'on avait créés. Et du coup, les temps de regard devaient être plus longs dans le test où on changeait le mot et l'objet que dans le test où on gardait le même mot et le même objet. Alors dans cette étude, nous avons surtout essayé de travailler sur les étiquettes pour savoir si ces étiquettes étaient des mots dans le langage ou des mots partiels dans le langage. Pour la moitié des bébés, dobu était un mot dans le discours continu, alors que pour l'autre moitié, dobu était un mot partiel. Et nous avons constaté que cela avait un impact, un effet considérable sur ce qu'ils apprenaient pendant les tests. Pour les bébés pour lesquels timé et dobu étaient des mots dans le langage continu, ils regardaient plus longtemps pendant le test où on inversait les mots et les objets, ce qui montrait qu'ils avaient appris ce que étaient timé et dobu à l'origine. Par contre, pour les bébés à qui on avait montré que timé et dobu n'étaient que des mots partiels dans le discours, des séquences qui étaient à cheval entre des mots, au-dessus des frontières entre les mots, même s'ils avaient entendu timé et dobu aussi souvent que les autres, leurs statistiques internes étaient moins bonnes, donc ils n'ont pas repéré quand on a inversé les mots et les noms, les sons. Ils n'avaient pas appris que timé c'était tel objet et dobu c'était l'autre. Après, malgré qu'ils aient entendu les séquences juste aussi souvent que l'autre groupe. Nous considérons donc que ceci suggère que le processus d'apprentissage statistique, en tout cas dans le domaine du langage, nous fournit des choses que nous appelons des mots candidats, des formes, des séquences de sons qui sont extraits et rendu disponible pour la cartographie d'une signification pour des bébés. Ce qui montre que non seulement les bébés enregistrent les statistiques pour éventuellement les oublier, mais surtout qu'ils démarrent un processus dynamique en cascade dans lequel les séquences sont extraites du discours et deviennent disponibles pour être utilisées dans un processus d'apprentissage consécutif. Et dans ce cas, pour devenir une étiquette qui correspond à un objet particulier. Alors c'est très bien, mais certains d'entre vous pensent, c'est quand même bizarre, non, de mettre des bébés dans des situations pareilles. Vous leur donnez quand même des trucs très bizarres à apprendre. Personne ne parle aux enfants en leur disant ticola, la, bu, pu, petit, bu, bu. D'ailleurs, si on le faisait, nos bébés pleureraient. Je ne pense pas qu'ils nous apprécieraient beaucoup. Ces langages, ces langues présentent des problèmes nombreux. Donc nous avons volontairement utilisé une langue dénuée de sens artificiel comme un contrôle expérimental. Nous savions exactement ce que les bébés allaient en apprendre. Mais il est tout à fait possible que le type d'apprentissage dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant ne soit au final pas vraiment représentatif de l'apprentissage des langues.
Nous ne leur avons rien donné à apprendre qui soit véritablement une langue. Il y a plusieurs façons pour répondre à la question de l'apprentissage statistique. Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec l'apprentissage des vraies langues? Et je vais vous donner quelques exemples des approches que nous utilisons à l'heure actuelle. La première, et peut-être la plus évidente, et c'est peut-être là d'ailleurs que nous aurions dû démarrer dès le départ, consiste à utiliser de vraies langues plutôt que des langues artificielles. Encore que, enfin, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas, et je continue à penser qu'il valait mieux quand même commencer avec une langue artificielle. On se serait évité pas mal de critiques si on avait commencé avec une langue réelle, peu importe. Dans ma première étude, j'ai eu la chance d'avoir avec moi une étudiante italienne dans mon laboratoire, et elle nous a proposé de mettre au point des matériels de test italiens pour des bébés du Wisconsin qui évidemment ne parlaient pas italien, pour comprendre justement si c'était en mesure d'enregistrer les probabilités transitionnelles dans le langage naturel, mais venant d'une langue qu'ils ne connaissent pas, une langue étrangère. Donc, je vais vous expliquer comment nous avons bâti l'étude, vous expliquer les détails, parce que c'est un petit peu différent par rapport aux études que je vous ai présentées jusqu'à maintenant. Encore une fois, des bébés de 8 mois. Pendant 2 minutes, on leur a présenté un son comme dans l'étude Gola, Buba, Bipu, sauf que cette fois-ci, c'était un vrai discours conçu pour des enfants. Coricato all'ombra del melo verde per ascoltare la fuga, quasi quasi sul melo inciampi sulla pierra sull'erba, torna a casa con la bici carica. C'est bien plus agréable à écouter. Après 2 minutes, nous avons testé les bébés avec le même test d'orientation de la tête, sauf que au lieu de comparer des mots et des mots partiels, nous avons comparé 2 types de mots que l'on retrouvait dans le discours. Nous avons opposé des mots que l'on appelle des mots à haute probabilité transitionnelle, par exemple avec une probabilité de passage de la première à la seconde syllabe qui est parfaite, avec des mots avec une probabilité transitionnelle beaucoup plus basse. Or, ces mots étaient aussi souvent présents dans le discours que les bébés écoutaient. Je vais vous expliquer donc un petit peu les détails de cette étude. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que, à première vue, cela peut paraître une tâche plus difficile. Dans nos études à l'origine, il y a ce que l'on appelait un inventaire phonologique, c'est-à-dire très peu de sons différents, tous avec la même structure syllabique. 4 mots, en fait, dans l'ensemble des mots prononcés des sons prononcés pendant 2 minutes, et ils sont entendus 45 à 90 fois. Alors que dans ce discours italien, il y a un inventaire de phonèmes beaucoup plus riche, une liste de syllabes également beaucoup plus riche, des syllabes de longueur différentes, et les bébés entendent chacun des mots seulement 18 fois. Alors, c'est beaucoup plus dense en matière de répétition d'un discours pour les enfants, mais c'est beaucoup moins dense que le fait d'entendre 90 fois le même mot. Donc, voilà les mots qui ont été utilisés. Alors, on commence avec le mot melo, pommier, qui est l'un de nos mots à haute probabilité transitionnelle. Chaque fois que l'on entend le son me, il est suivi par lo. Ensuite, nous avons fuga. Chaque fois que le bébé entend fou, il y aura le son ga. Par opposition, on utilise casa. Ici, lorsque le bébé entend casa, tout aussi souvent que melo ou fuga, mais il entend aussi la syllabe ka 12 autres fois dans d'autres mots. Et cela fait chuter la probabilité de transition entre ka et za, comme dans casa, parce que dans certains cas, ka peut être suivi de tout un tas d'autres sons. De la même manière, nous avons bichi. Bi est suivi par chi 6 fois à peu près, mais bi est également suivi par d'autres sons 12 fois. Donc la probabilité de passer de bi à chi est de 0,33. Voilà, juste pour que vous compreniez le système. C'est assez équilibré. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que dans toutes nos études, nous avons essayé de bien équilibrer les séquences, qui sont des mots pour la moitié des bébés et des mots partiels pour l'autre moitié des bébés. Et juste pour insister, si vous prenez la langue A, nous avons fuga et melo, donc des mots avec une probabilité transitionnelle très élevée. Chaque fois qu'ils entendent fou, il y aura forcément ga derrière. Et par contre, bichi et casa sont des mots à basse probabilité de transition. Donc, il n'y a qu'une probabilité partielle que la première syllabe soit suivie par la deuxième. Mais ils entendent ces mots des deux catégories le même nombre de fois.
Et nous avons constaté, d'ailleurs, je voudrais vous dire que lorsqu'on a commencé cette étude, on a pensé, ça ne marchera pas. Moi, je ne suis pas capable, donc les bébés n'y arriveront pas. Il y a tellement de choses qui sont contenues dans ce discours. Mais en fait, les bébés se sont très, très bien débrouillés. Ce qui nous suggère d'ailleurs que cette capacité qu'ils ont d'enregistrer les propriétés statistiques d'un discours n'est pas juste un artefact du fait d'utiliser des langues monotones et bizarres artificielles, mais que cela émerge également dans les vraies langues. D'ailleurs, je n'irai pas jusqu'à dire que le fait d'utiliser des structures de langue naturelles et riches avec des signaux répétés, multiples, montrant où sont les frontières entre les mots, va aider les bébés à apprendre une langue artificielle. Ceux d'entre vous qui travaillent dans ce domaine savent que depuis des dizaines d'années, on a montré que les bébés sont très très forts en matière d'utilisation des discours qui leur sont adressés pour trouver les limites entre les mots. Et notre travail a simplement confirmé ceci en montrant que dans les discours pour les enfants, il y a fait la capacité chez ces enfants de retrouver les propriétés statistiques de discours qu'ils entendraient. Je ne vais pas rentrer dans tous les exemples, simplement lorsque l'on parle aux bébés, en leur disant « Go la bouti, pas ». Donc, on ajoute une tonalité. Ils apprennent beaucoup plus vite que lorsque l'on dit la même chose sur une tonalité très plate. Lorsque là, on change la longueur des adhérences, que certains mots sont plus courts, plus longs, les bébés apprennent beaucoup plus vite aussi la statistique. Il s'avère également qu'il existe des caractéristiques dans les langages que les bébés enregistrent et que nous n'aurions jamais pensé qu'ils étaient capables d'enregistrer. Lorsque les bébés enregistrent les probabilités transitionnelles, j'ai toujours pensé qu'il s'agissait de probabilités vers l'avant, c'est-à-dire la probabilité que bas soit suivi par bi ou ka par za, kaza. Il s'avère qu'en fait, pas du tout. Ils sont capables de le faire en sens inverse également, vers l'arrière. Ils sont capables d'enregistrer la probabilité que B ait été précédé par bay, baby. Donc, ils enregistrent en fait dans les deux sens. Ce qui veut dire qu'ils sont capables d'enregistrer des informations incroyables en écoutant un langage, un discours qui leur est présenté de manière courante. Alors, question suivante. Est-ce que les bébés peuvent aller au-delà de ce phénomène d'enregistrement des probabilités pour ensuite les utiliser dans l'apprentissage de la langue? Et nous voulions faire exactement la même chose, répéter l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, lorsque nous avions des mots comme dobu et timei qui étaient associés à des objets nouveaux, sauf que là, on a utilisé les mots italiens. Nous avons donc fait écouter à des bébés un petit peu plus âgés des séquences comme la bici, la casa, etc. Enfin bon, je ne sais pas le faire très bien. Et ensuite, nous les avons soumis à un exercice d'apprentissage de mots, casa associé à un objet, bichi associé à un autre objet nouveau. Et nous avons manipulé ces étiquettes entre les mots à haute probabilité de transition et les mots à basse probabilité de transition. Et nous avons découvert exactement les mêmes schémas dans les résultats. Les bébés étaient mieux capables de cartographier les sons par rapport à des significations lorsque les séquences de sons présentaient des statistiques, des structures de statistiques internes de meilleur niveau. Donc de bonnes statistiques internes dans le discours en italien donnaient une meilleure capacité des bébés à apprendre en fait l'étiquetage entre un mot et un objet. Alors, maintenant, on sait qu'ils sont capables d'enregistrer les probabilités vers l'arrière et nous avons démontré que si l'on retirait la probabilité vers l'avant, donc il n'y avait pas de bonne prédiction de la structure des mots vers l'avant, eh bien les bébés étaient capables d'utiliser la probabilité vers l'arrière seuls et ils utilisaient ces séquences-là pour cartographier des objets, même lorsqu'il n'y avait pas d'informations sur la probabilité de transition vers l'avant. Donc là, on en a découvert beaucoup plus sur ce que les bébés sont capables de faire. Et dans notre expérience, nous devons maintenant réfléchir beaucoup plus au type d'informations que l'on retrouve dans les discours et que nous n'avions jamais imaginé que les bébés pouvaient comprendre qu'ils y avaient accès. En général, ces résultats montrent qu'il y aurait un effet de cascade, non seulement dans l'apprentissage statistique séquentiel, mais dans toutes les formes d'apprentissage. Et ce que les bébés apprennent à T1, cela va changer les informations auxquelles ils auront accès à T2. Bon. Alors, j'ai suggéré que l'on prenne une autre orientation pour essayer de comprendre ce que ces processus ont à voir avec le vrai apprentissage des langues. Nous avons continué à utiliser des langages artificiels plus compliqués, donc toujours artificiels, mais en les enrichissant, en les rendant plus complexes,
afin qu'ils puissent se cartographier sur d'autres aspects de la langue naturelle. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler d'une étude qui ne se penche plus sur la segmentation des mots, c'est-à-dire le fait de trouver des mots et l'influence que cela a sur le discours, mais il s'agissait de comprendre comment les mots se classent en certaines catégories dans toutes les langues. Par exemple, on sait qu'il y a des signaux statistiques qui permettent aux apprenants de comprendre quels mots sont des noms et quels mots sont des verbes. Quels mots vont s'associer dans une catégorie donnée d'une langue donnée. Alors prenez par exemple ces mots anglais. Vous remarquerez que ceux qui se terminent en ing sont des verbes, dans cet exemple, et qu'en général, les noms se terminent plutôt avec le phonème i. Donc ce sont des signaux qui permettent aux apprenants de diviser les mots en catégories. Et il s'avère qu'il y a différents signaux de ce type que les apprenants peuvent utiliser pour découvrir les catégories. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de travail fait dans ce domaine. Alors, chaque langue donne un poids différent à ces signaux, mais il y a des combinaisons de signaux dans toutes les langues. Un autre exemple anglais. Il y a ce que l'on appelle les signaux de distribution. En anglais, si je vous dis quelque chose comme blanket. Blanket, a priori, c'est un nom ou un adjectif, mais ce n'est pas un verbe. Parce qu'en fait, il est précédé par un article « un », ce qui nous indique quelque chose sur sa catégorie. En français, vous auriez le ou la. En général, quand vous avez le ou la, vous savez que juste après, il y a un adjectif ou un nom. Donc, toutes les langues ont des signaux phonologiques, des schémas de sons qui s'associent, qui s'agrègent, qui ne sont pas parfaits, mais qui certainement vous aident. Si je vous dis « blicky », vous penserez que c'est plutôt un nom qu'un verbe. Donc l'idée, c'est que les langues ont des signaux corrélés qui ne sont jamais parfaits, mais qui, associés les uns avec les autres, nous aident à mieux comprendre et diviser les mots en catégories. Chez les bébés apprenants, dans son travail, Rebecca Gomez avec Luan Gerke et leurs collègues ont montré que si l'on crée des langues artificielles avec certaines caractéristiques, c'est-à-dire des propriétés statistiques et des signaux phonologiques et des signaux de distribution qui disent quelque chose sur l'appartenance des mots, les bébés apprennent. Dans cette langue particulière, j'y reviendrai, il y a deux signaux concernant l'appartenance à une catégorie. Dans cette catégorie, les mots sont précédés par « heard » et « ong ». Ils sont tous bisyllabiques, alors que dans cette catégorie, la catégorie bleue, donc, « alt » et « h » viennent en premier, et le mot est monosyllabique. Gomez et ses collègues ont découvert que lorsque l'on crée une structure de ce type, les bébés sont en mesure d'apprendre, dans une certaine mesure, la structure des catégories et de la généraliser. Mais d'ailleurs, les mots, cela va bien au-delà des simples catégories et des schémas statistiques. Lorsque l'on pense à catégorie, la première chose que l'on comprend, c'est la signification. Alors, la corrélation est peut-être imparfaite, mais même mes enfants, mes jeunes enfants savent que si je mets un « a » devant un mot, cela fait référence à un objet. Peut-être pas un nom propre, mais un objet. Alors que dans la catégorie bleue en anglais, cela fait référence à une action. Donc les catégories de mots dans les langues réelles vont au-delà d'une combinaison de schémas statistiques. En fait, il y a des références, ça fait référence à quelque chose dans le monde et il faut l'apprendre. Nous posions la question suivante dans notre étude, à savoir, est-ce que l'expérience de ces schémas statistiques, l'expérience d'écoute de certains schémas de son, de certains mots organisés d'une certaine manière dans un certain ordre, facilite l'apprentissage, quelque chose sur la signification que l'on peut généraliser à tous les autres membres d'une catégorie, parce que c'est à ça que servent les catégories. Elles vous donnent la possibilité de généraliser. Cette étude donc suit aussi une structure en 3 phases. Les bébés écoutent quelque chose, ensuite on les forme sur des liens d'association entre certains sons et certaines significations, et ensuite on les teste. Mais là, la procédure est un petit peu différente. Alors, je voudrais vous parler d'abord de ce qu'on appelle la familiarisation auditive dans cet exercice. Il y a 2 conditions différentes. Dans le groupe expérimental, on va donner au bébé de bons signaux.
concernant l'appartenance à une catégorie, des vrais signaux corrélés statistiques. Ils entendront des structures qui sont comme celles que je vous ai décrites il y a quelques minutes. Ils vont entendre des mots, des séquences pendant 2 ou 3 minutes au début de l'étude et ils vont pouvoir suivre ce schéma de catégorisation. Ensuite, on va les comparer avec un groupe témoin qui sont des bébés, qui entendent les mêmes mots, sauf que là, les mots sont organisés dans des schémas qui n'ont pas de structure de catégorie, en tout cas pas une bonne structure. Donc, on ne peut plus généraliser heard et on suivis par des structures bisyllabiques, parce que parfois ça y est, parfois ça n'y est pas. Ils entendent encore des séquences de mots, mais on ne peut plus les diviser en catégories comme on pouvait dans l'autre groupe, le groupe expérimental. Et ce qui est surtout très important dans cette étude, c'est qu'il existe certains éléments qui sont les mêmes dans les deux groupes. Et ce sont ces éléments que l'on va utiliser pour les 2 phases suivantes de l'étude. D'accord? Donc, après que les bébés aient entendu ces mots pendant un certain temps, nous les formons donc en utilisant des objets inconnus. La moitié des objets proviennent de la catégorie des animaux, l'autre moitié proviennent de la catégorie des véhicules. Pour les bébés dans ce groupe, les mots qui commencent par ong ou heard et sont bisyllabiques feront référence à des animaux. Et les bébés qui entendent des mots précédés par alt et h et monosyllabiques, ceux-là seront associés à des véhicules. Mais ce qui est important, c'est que dans les 2 groupes, donc dans le groupe expérimental et dans le groupe témoin, les bébés reçoivent exactement la même formation. Donc, à partir de là, l'expérience est la même, elle est identique pour tous les bébés. Et la question intéressante, c'est que est-ce que cette familiarisation auditive initiale aura un impact? Nous testons donc les bébés en utilisant un système dans lequel on suit leur regard, on leur montre 2 objets sur l'écran et l'on enregistre en fait l'orientation de leur regard quand ils entendent le son qui correspond à une image. Par exemple, ong boga, ong loga. On sait que ong, cela fait référence à cet objet-là. Et l'on va voir si, lorsqu'ils entendent ong loga, ou pendant qu'ils l'entendent, on va regarder si leurs yeux vont aller vers le petit cochon d'Inde. Regardez la vidéo de ce bébé et suivez le mouvement de ses yeux. Vous voyez qu'il participe vraiment, là, il est tout à fait impliqué. Alors, il y a une variable dépendante ici. Où est-ce que va leur regard et pendant combien de temps est-ce qu'ils regardent? En fait, il y a des études dans lesquelles on leur montre des objets qu'ils ont déjà vus, donc ils leur sont familiers, et l'un des 2 est bien étiqueté, ong loga. Et s'ils ne savent pas où regarder, ils devraient être à 50% à peu près. Voilà donc le début du discours et ils ont à peu près 360 millisecondes à peu près pour lancer une saccade. Et s'ils savent où regarder, leurs yeux devraient aller vers la cible. Donc des chiffres plus élevés ici, cela veut dire des regards plus précis. Voilà les bébés du groupe expérimental, donc ceux qui avaient reçu une bonne structure des catégories dans la familiarisation auditive du début, et ils connaissent les mots, ils entendent loga, ils savent qu'ils doivent regarder le cochon d'Inde. C'est pas super, mais c'est mieux que des regards au hasard. C'est en tout cas beaucoup plus fiable que ça n'était avant l'acquisition de ces mots. Mais ce qui est plus intéressant, ce sont les bébés témoins. Ils ont eu la même formation sur le fait que loga, cela voulait dire cochon d'Inde, loga, cela voulait dire cochon d'Inde. Ils l'ont vu autant de fois et pourtant, là, il n'y a pas de preuve qu'ils aient appris la signification de ce mot. Ce qui suggère que le fait d'avoir entendu le mot au début de l'étude, le simple fait de l'avoir entendu dans une structure bien organisée, a facilité l'apprentissage consécutif. Nous sommes ensuite passés à une tâche que j'ai trouvée plus intéressante. Au lieu de les tester sur des associations mots-objets qu'ils avaient déjà vus en loga, nous les avons testés en utilisant des objets qu'ils n'avaient jamais vus. Donc, par exemple, dans une étude de généralisation, nous avons testé avec des véhicules qu'ils n'avaient jamais vus et des animaux qu'ils n'avaient jamais vus. Et ensuite, le son qu'ils entendaient était out ditch. Ils l'ont entendu tout à fait au début de l'expérience, mais il n'a jamais été utilisé pour être associé à un objet. Et nous voulions comprendre si les bébés apprenaient que des mots
qui ont halte devant et qui sont monosyllabiques font référence à des véhicules. Alors, ce mot-là, ils n'ont pas été formés avec. Donc, c'est à eux de deviner, de parvenir à cette conclusion. Est-ce qu'ils sont capables de deviner? Est-ce qu'ils peuvent utiliser la notion de catégorie pour deviner correctement? Et voilà les données, même structure. Les bébés du groupe expérimental ont bien deviné. Ils ont pris plus de temps que dans l'exemple précédent, mais ils y parviennent, alors que les bébés du groupe témoin n'y arrivent pas. Donc ces données suggèrent, en tout cas c'est notre impression, que l'expérience d'écoute que les bébés ont en permanence, même lorsque l'on n'associe pas des mots à des objets, tout ce langage qu'ils entendent toute la journée, qui passe sur eux, facilite leur apprentissage par la suite. Et ici, nous avons deux catégories d'objets, donc c'est complexe. Et ce qui est intéressant, c'est précisément que dans cet exercice, le fait d'associer un mot à un objet n'était pas suffisant. La tâche était trop difficile. Les bébés du groupe témoignage, même s'ils avaient entendu Loga, cochon d'Inde, n'y parvenaient pas. Seuls les bébés du groupe expérimental qui s'attendaient à une structure de catégorie, parce qu'on les avait habitués, orientés dans ce sens, étaient capables de cartographier et de généraliser cette cartographie. D'ailleurs, nous avons continué à travailler sur ces résultats et j'ai eu une étudiante, Jill Laney, qui a découvert que des bébés différents utilisent des informations différentes dans cet exercice. Elle a constaté que les bébés qui ont un vocabulaire dans leur langue maternelle beaucoup plus étendu, c'est-à-dire dont les parents parlent plus de mots en anglais, sont mieux en mesure de donner des priorités dans les signaux de distribution. Alors que des bébés qui ont entendu moins de mots, dont les parents ont un vocabulaire moins riche, vont probablement plus se concentrer sur des signaux phonologiques plus simples, c'est-à-dire des mots monosyllabiques ou bisyllabiques. Donc là aussi, il y aurait encore beaucoup à explorer. Je vais passer à la partie suivante et vous dire sur cette diapositive qu'il semblerait que ce que les bébés apprennent dans un domaine, c'est-à-dire une langue, une référence, une signification ou des statistiques, peut influencer ce qu'ils vont ensuite apprendre par la suite avec un autre exemple. Je vais donc arriver à la dernière partie de ma présentation et je vais me concentrer sur la façon dont on peut utiliser des différences individuelles dans l'apprentissage de la vraie vie pour comprendre ce qui se fait en laboratoire dans ces expériences et si ces exercices, ces expériences en laboratoire nous disent quelque chose sur l'apprentissage des langues. Alors, on va apprendre quelque chose sur les apprenants atypiques parce qu'il y a bien d'autres études qui sont en cours, mais moi je voudrais vous parler de deux études publiées de mon laboratoire. Et nous nous sommes concentrés sur l'apprentissage statistique dans un cas et dans le deuxième cas, on n'en est qu'au début, hein, et d'ailleurs on commence à peine à se pencher sur l'apprentissage statistique, mais on a travaillé sur le traitement du langage, l'apprentissage atypique, les enfants qui apprennent de manière atypique. Alors tout d'abord, je vais vous parler justement de ces apprenants atypiques. La population d'intérêt ici sont des enfants chez lesquels on a diagnostiqué quelque chose que l'on appelle le trouble du langage spécifique. C'est un diagnostic assez global qui englobe tous les enfants qui ont l'air d'aller bien, si ce n'est que je dirais que leur acquisition du langage est 2 ou 3 écarts types en dessous de la normale. Ils ont un petit peu du mal, leur QI non verbal est à peu près normal, mais ils ont un problème en matière de langage. Et dans cet exercice particulier, nous avons donné à des enfants qui avaient de 7 à 11 ans un discours à gola, poupa, bipou, mais avec une version un petit peu plus compliquée que nous utilisons pour les enfants et les adultes et pas les nouveau-nés. Et plutôt que de devoir tourner la tête et regarder des lumières clignotantes, en fait, ils faisaient ce qu'on appelle un exercice de choix forcé. Dans chaque test, ils entendaient un mot associé à des syllabes d'un langage dans un ordre qu'ils n'avaient jamais entendu. Ils devaient indiquer lesquels leur semblaient les plus semblables au langage qu'ils connaissaient. Et nous comparons des enfants ayant un trouble du langage avec des enfants qui ont le même âge chronologique et le même QI non verbal, mais n'ont pas ce trouble du langage. Dans la première étude, ils ont écouté cette langue pendant 20 minutes à peu près. Nous avons constaté, ce qui n'a surpris personne, malheureusement, que alors que les enfants qui avaient un développement normal, qu'on appelle donc les CA, et ils s'en sortaient bien, leurs résultats étaient supérieurs à ceux du hasard. Les enfants qui avaient
qui était capable de bien distinguer justement des systèmes qui avaient une statistique cohérente par rapport aux mots qu'ils n'avaient jamais entendus dans cet ordre. Mais ensuite, les enfants qui avaient un problème n'y arrivaient pas. Et on a essayé de comprendre s'ils n'avaient peut-être pas compris l'exercice ou si c'était vraiment un problème d'apprentissage. Le fait qu'ils n'étaient pas capables de distinguer entre des paires de mots. Donc, dans l'étude suivante, nous avons doublé l'expérience. Non plus 20 minutes d'exposition au langage, mais 40. Et nous avons constaté que, bien qu'ils n'aient pas des résultats extraordinaires, leurs résultats étaient supérieurs à ceux du hasard. Là, encore une fois, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que le hasard. Et surtout, c'est mieux, même si c'est moins bien que ceux qui ont le même âge chronologique qu'eux. Donc, le problème, c'est ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables de faire l'exercice, mais qu'il leur faut plus de temps. Ils sont plus lents pour repérer les structures statistiques par rapport aux enfants du même âge, mais d'un développement normal. Je vous ai dit au début de ma présentation que nous et d'autres, nous nous sommes intéressés au degré au rôle des processus statistiques dans le langage et dans d'autres domaines d'information. Et pour cela, nous avons pris une étude de une version de cet exercice avec des tonalités musicales. Les mêmes statistiques, mais au lieu d'avoir des syllabes, on a des notes. Et nous nous sommes dit, peut-être qu'ils seront meilleurs, puisque là, il n'y a pas de mots, ça n'est pas un problème de langage. Mais malgré 40 minutes d'exposition à ce son, les enfants avec un trouble du langage étaient en difficulté et ne pouvaient pas distinguer entre des séquences qu'ils avaient entendues dans le flux de notes par rapport à des séquences qu'ils n'avaient jamais entendues dans ce flux de notes. Ce qui d'ailleurs nous a beaucoup surpris. Donc il semblerait qu'il faille continuer à travailler dans ce sens et comprendre s'il y a une spécificité du domaine impliqué chez ces enfants qui ont des difficultés pour repérer l'information statistique. D'ailleurs, il y a une autre étude avec des bébés qui me semble tout à fait cohérente avec ce que nous avons constaté chez les enfants ayant un trouble du langage. Il s'agissait d'un test d'apprentissage des mots chez des bébés de 18 mois. Et nous voulions étudier un aspect de la structure statistique que l'on retrouve dans les langues réelles. C'est ce que l'on appelle la phonotactique, qui est en fait un mot compliqué pour faire référence à la régularité avec laquelle certains sons suivent d'autres sons dans certaines langues. Donc, nous avons formé des bébés à des associations entre des sons et des objets, avec des sons qui étaient soit autorisés d'un point de vue phonotactique en anglais, par rapport à des séquences qui utilisaient exactement les mêmes sons, mais les avaient réorganisés de manière à ce qu'ils ne soient pas autorisés en anglais, comme par exemple deaf and sloop qui n'existe pas en anglais, alors que dref et sloop existent. Et nous avons constaté que les enfants qui avaient un bon vocabulaire anglais, selon les témoignages de leurs parents, n'apprenaient que les mots autorisés d'un point de vue phonotactique. Donc, ils utilisaient la statistique qui est présente dans la langue anglaise, et on sait que des bébés de 9 mois, ils sont déjà sensibles. Ils étaient capables d'utiliser cette statistique pour comprendre quels mots étaient bons et quels mots n'étaient pas bons. Par contre, chez les bébés qui n'avaient pas beaucoup de vocabulaire, ils n'apprenaient, eux, que les mots non autorisés. Donc, ils n'apprenaient que dlef et sloob plutôt que dref et sloob. Ce qui suggère, je pense, que non seulement ils étaient incapables de maîtriser la statistique de leur langue maternelle, mais en plus, ces sons ressortaient un petit peu parce qu'ils étaient en fait inhabituels et c'est la raison pour laquelle ils se concentraient là-dessus. Alors, une dernière étude. La dernière étude dont je vais vous parler n'est pas une étude d'apprentissage, c'est une étude sur le traitement, les processus de traitement. Une population d'enfants très particulier parce que ce sont des bébés sourds porteurs d'implants cochléaires. Alors, je ne sais pas quelle est la situation en France, mais en Amérique, il y a pas mal de discussions et de polémiques concernant les implants cochléaires. C'est une forme d'audition électrique pour essayer de restaurer le traitement auditif chez les enfants qui sont sourds. Et chez les bébés qui sont nés sourds, on peut les implanter aux États-Unis dès l'âge de 12 mois. Je sais que dans certains pays d'Europe, c'est possible à 6 mois. Je ne sais pas pour la France. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il semble qu'il y ait une grande variabilité dans la façon dont ils récupèrent l'audition. Les bébés sont implantés et par la suite, on les soumet à des tests normalisés et en général, ils se débrouillent très bien dans l'apprentissage de la langue anglaise ou française. D'autres enfants, au contraire, sont en difficulté et ne s'en sortent pas et ont des difficultés à apprendre une langue.
Mais tout le travail, à quelques exceptions près, est basé sur le témoignage des parents et les tests normalisés. Donc on en sait très peu en fait sur ce qui se passe réellement chez ces bébés qui s'efforcent d'apprendre une langue après implantation cochléaire. Nous avons donc utilisé un exercice très simple et qui a été adapté du travail de Dan Swinley, Anne Fernald et Dick Aslan. Il s'agissait de bébés qui voyaient cet écran et entendaient ceci. Oh, didn't play. Bon, on n'a pas très bien entendu. Elle était censée dire « Where's the ball? Can you find it? » Où est la balle? Tu peux la trouver? Dans la moitié des exercices, les bébés entendaient ce son dans un parfait silence, donc pas de bruit de fond, ce qui est normalement ce qui se fait dans les études, sauf que ça n'est pas comme ça dans la vie réelle. L'autre moitié des bébés entendaient ce son avec un bruit de fond, quelqu'un qui parlait avec un niveau de 10 décibels en dessous du son qui leur était présenté, et nous voulions voir ce qui se passait. Alors, ce sont des bébés de 2 ans. Ici, un bébé de 2 ans porteur d'un implant cochléaire. C'est le premier que nous avons testé. Il a 2 implants, d'ailleurs. La plupart des enfants que nous avons analysés étaient porteurs de 2 implants. Bon, vous n'entendez pas ce que lui, il entend, mais vous voyez, il participe vraiment à l'expérience. Et on surveille ses yeux, on suit son regard pour voir s'il regarde au bon endroit lorsque on lui prononce le son, le mot qui correspond à un objet. Voilà. Donc, il adore. Avec ce type d'exercice, nous avons réalisé 2 types de mesures. On peut soit mesurer la précision, est-ce qu'il regarde la balle quand on dit où est la balle, mais on peut analyser aussi le temps de réaction. C'est-à-dire, s'il ne regarde pas la balle, au moment où on prononce le mot, combien de temps mettent ses yeux pour aller sur la balle? Et je vais vous faire voir ces données qui sont ventilées en fonction de leur état auditif. NH, c'est une audition auditive. CI, ce sont les bébés porteurs d'un implant cochléaire. Ce sont des bébés de 2 ans. Et nous allons comparer la différence de résultat lorsqu'il n'y a pas de bruit de fond et lorsqu'il y a un bruit de fond. C'est-à-dire un bruit de fond qui entre en compétition avec le son qu'on leur présente. Alors tout d'abord, les données concernant les bébés à l'audition normale. Et vous voyez qu'il y a une certaine variabilité, mais ils s'en sortent plutôt bien. D'ailleurs, c'est normal. Ils sont capables d'associer un son avec un ballon et chou avec une chaussure, par exemple. Et les bébés qui sont porteurs d'un implant cochléaire, il y aurait beaucoup à dire. Mais je dirais que, en résumé, l'effet principal, c'est le fait qu'ils soient sourds. Ils sont beaucoup moins précis dans la reconnaissance des mots, mais il y a aussi une variabilité énorme entre eux. Certains de ces bébés sont presque au même niveau que les bébés à l'audition normale et les autres sont perdus, ils ne savent absolument pas où ils doivent regarder. Deuxième chose, le temps de réaction. Nous avons analysé le temps de réaction comme je vous le faisais voir tout à l'heure. Et je vais commencer donc avec les enfants à l'audition normale et si on leur dit « Look at the doggy », regarde le petit chien. Dès qu'ils le peuvent, ils bougent leurs yeux, ils déplacent leur regard vers le petit chien. Ils le font vite. Ils y arrivent très vite. Chez les bébés implantés, ils y arrivent, oui. Mais la courbe est beaucoup moins pentue. Elle est beaucoup moins positive. Et ils ne vont jamais aussi haut que les bébés à l'audition normale. Et si l'on prend les enfants chez lesquels il y a un bruit de fond qui est en compétition avec le son qu'ils sont censés entendre, les bébés à l'audition normale sont à peu près au même résultat sont au résultat inférieur et les bébés avec un implant cochléaire et un bruit de fond n'entendent quasiment plus rien, ne comprennent plus du tout. Prenez le temps de réaction. Les implantés ont un temps de réaction qui va de 200 à 400 millisecondes en retard par rapport aux bébés à l'audition normale à 2 ans. Donc si à 2 ans, ils ont l'équivalent de 1 ou 2 syllabes de retard par rapport à des gens qui ont une audition normale, vous imaginez aisément la difficulté pour eux de traiter le langage, d'apprendre la langue. Ils seront toujours en retard par rapport aux autres. Donc je crois qu'on a encore beaucoup à découvrir ici. Et nous n'en sommes qu'au début. Et d'ailleurs, ça nous a beaucoup donné à réfléchir. Je veux dire que il faut qu'on soit humble par rapport à ce type de résultat. Et il faut absolument que l'on comprenne ce que les bébés sont à mesure de faire.
Voilà, je vais conclure. Je crois que vous n'en doutiez pas, mais si vous en doutiez avant d'arriver ici, les enfants apprennent très bien les langues. Je sais que vous aurez d'autres orateurs qui certainement vous diront les mêmes choses. Ils sont en mesure d'enregistrer des schémas statistiques de manière innée. On ne leur donne pas d'instructions, on ne les amène pas au laboratoire en les faisant trouver les mots. Ils le font naturellement. C'est un processus d'apprentissage tout à fait naturel. Et surtout, ils semblent être en mesure d'utiliser ces schémas statistiques, de les maîtriser dans la langue, mais également dans d'autres domaines. Et cela leur permet de mieux apprendre par la suite. J'espère vous avoir fait comprendre ou suggérer que même si le travail sur les troubles du développement et les handicaps est basé sur le témoignage des parents et sur les tests normalisés, nous pensons qu'en laboratoire, nous serons peut-être en mesure de mieux comprendre. Et pour revenir au titre grandiose de ma présentation, je crois que l'apprentissage établit vraiment une passerelle entre l'inné et l'acquis. Parce qu'on ne peut pas apprendre si l'on n'a pas des mécanismes d'apprentissage de façon innée, parce qu'ils nous permettent d'utiliser des expériences. Mais c'est cette expérience qui leur donne aussi la possibilité de s'exprimer. Donc j'espère que, au fur et à mesure que nous travaillerons sur l'apprentissage, nous serons capables de faire de gros progrès, de répondre à des questions qui, depuis longtemps, captivent notre imagination. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui font cette recherche avec moi, mes étudiants, mes collègues au laboratoire, et évidemment nos mécènes qui financent ces recherches, et les enfants et les parents sans lesquels rien n'aurait été possible. Merci beaucoup pour votre attention.